Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'épicerie culturelle du territoire, en direct dans les studios de Radio Grand Lac à Aix-les-Bains, sous la pluie aujourd'hui, mais on est ravis, on est heureux parce que au moins on aura plein de champignons. Moi, quand je vois la pluie tomber, je pense aux cèpes de Bordeaux. Enfin, on va se régaler. Mais aujourd'hui, on va faire une rubrique un petit peu particulière puisque aujourd'hui, on s'intéresse à vous. Oui, parfaitement, vous avez bien entendu, on s'intéresse à vous. Alors, Alain Rouchmeyer, on s'intéresse à vous. Quel effet ça vous fait ? Je suis ravi parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant de se dire qu'il y a subitement il y a un regard qui se tourne vers soi sur les compétences professionnelles, l'activité, etc. Donc c'est un vrai plaisir. Alors moi, je vous ai découvert un peu par hasard. Vous êtes architecte, peintre figuratif contemporain. Alors, c'est beaucoup d'informations finalement, tout ça, et peut-être beaucoup d'activités pour un seul homme. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer un peu votre activité ? Alors, en effet, je suis bien architecte et artiste en même temps. Je suis, on va dire, d'une certaine manière, une sorte de mi-temps d'architecte, de mi-temps d'artiste. J'ai toujours été les deux à la fois. Ça a même à un moment donné été un gros problème parce qu'il a fallu que je prenne une décision sur quelle voie prendre. Donc en fait, j'ai débuté en tant qu'architecte d'intérieur, j'ai poursuivi en étant archi, et puis maintenant toujours le côté artiste, mais le côté artiste il est en train de prendre un peu plus de vie et d'abondance actuellement. Donc voilà. Alors on peut découvrir en ce moment votre travail au Casino Grand Cercle, puisqu'il y a une exposition qui a lieu jusqu'au dimanche 24. Jusqu'au dimanche 24. Donc, on peut voir aussi ce que vous faites. Oui. Vous êtes très intéressé finalement par les sujets, par peut-être même des scènes qu'on peut dire ou qualifier de banales. Et il y a toujours, je trouve, beaucoup d'émotions dans vos peintures, dans vos dessins aussi. Vous faites le croquis. Mm-hmm. Quelle est votre démarche en fait ? Quelle est cette démarche artistique ? S'il y en a une, parce qu'on n'est pas finalement obligé. Je pense qu'il y a une grande résonance entre l'architecture et la partie artistique que je fais, et le figuratif que je fais, dans la mesure où, pour moi, l'architecture, c'est monter des scénarios, c'est être à l'écoute des gens, monter le scénario de leur usage quotidien. Et en fait, dans la peinture, c'est la partie posture humaine qui m'intéresse, et en rapport avec je rajoute une trame supplémentaire qui est le format du tableau. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai un peu on peut presque dire qu'une sorte d'obsession du carré, parce qu'en fait, il revient régulièrement. On a remarqué. Donc, d'ailleurs, c'est assez amusant, effectivement, où vous, finalement, vous mettez en scène ces personnages accroupis dans un carré, qui manquent sûrement d'air aussi parfois. Enfin, ça fait quelque chose d'assez drôle aussi à voir, parce que, je trouve qu'on s'imagine presque à la place de ces pauvres personnes enfermées dans ces carrés qui les forcent à se structurer. Est-ce que cette architecture, est-ce que c'est pas finalement symbolique de ce que fait finalement cette architecture avec vous, c'est-à-dire à vous finalement mettre toutes ces rondeurs dans un carré? Oui, parce qu'en fait c'est tout à fait le propos, en tout cas dans ma démarche artistique, c'est de montrer la posture avec les contraintes qui sont autour, tous les paramètres, que ce soit d'espace qui peut être plutôt abondant et plutôt restreint, et d'arriver à trouver le parfait symbole de cette posture, quoi, qui derrière, bien entendu, il y a une forme d'histoire. Enfin, il y a tout un. Donc en fait, très souvent, mon art démarre par un croquis. C'est toujours très conceptuel. Et le croquis, puis ensuite le croquis qui passe à l'échelle de la toile, et voilà.
Alors, vous parlez de fusion, du fusion entre finalement l'architecture et la peinture, l'art. Là, vous parlez finalement du démarrage, du croquis. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fusion? C'est-à-dire de quelle manière aussi les deux, j'imagine, les deux cohabitent ensemble? Eh bien, c'est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le fait d'écouter énormément les gens que j'ai en face de moi dans le domaine de l'architecture, qui ont forcément leur mode de vie, leur manière d'utiliser l'espace ou la maison ou la partie habitable qu'ils utilisent, et justement d'essayer de mieux comprendre comment ils ont envie de le vivre et de leur apporter toute mon expérience d'architecte dans le propos. Et ensuite, c'est vrai que cette partie-là, cette partie scénario, cette partie de compréhension de la vie à l'intérieur d'un espace, il a quand même grosso modo transpiré, je dirais, sur la partie artistique, et c'est la raison un petit peu pour laquelle. Alors, c'est vrai que quand je parle de fusion d'architecture et de peinture, beaucoup de gens imaginent que je peins des maisons. Non, c'est pas. Je suis pas du tout sensible. Enfin, je suis sensible au bâti, mais je suis plus sensible à la partie, comment dire, de l'exploitation de l'espace pour le bâti, et donc je n'ai pas de forme particulière. Alors, est-ce qu'on retrouve aussi, ou alors est-ce que vous pouvez imaginer des tableaux adaptés que vous pourriez en fait peindre, adaptés à un certain volume dans une architecture, dans une... Oui, tout à fait. Oui. C'est quelque chose que vous faites, que vous proposez? J'ai malheureusement pas l'atelier adéquat pour le faire, mais c'est vrai que c'est une dimension qui, d'une certaine manière, m'intéresserait. Oui. Ouais. Alors, j'ai été assez sensible, et à travers ce que vous dites, en fait, on le retrouve. Vous parlez de scénario, vous parlez d'histoire, et on le retrouve vraiment, finalement, à travers vos peintures, en fait, qui vont nous amener, en fait, peut-être à un puzzle, à un moment de l'histoire, et à nous, finalement, d'imaginer avant ou après. Et ce que j'ai pu lire aussi vous concernant, je cite, à travers mes créations, ou à travers ses créations, pardon, Alain Rouchmeyer cherche à inviter les spectateurs à s'immerger dans cette expérience fusionnelle. Alors déjà, ma première question, c'est, êtes-vous un grand fusionnel? Je pense que oui. Oui, ouais. D'une certaine manière, oui. Et donc, qu'est-ce que vous aimeriez en fait faire vivre, si vous pouvez nous donner un petit peu plus de précision, qu'est-ce que vous voulez finalement apporter, donner, faire vivre, et vivre aussi avec les personnes que vous peignez, les personnes qui regardent vos peintures? Eh bien, je pense que c'est cette sorte de compréhension de l'espace et de la posture, et que la posture traduit très souvent un effet émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part derrière, il peut y avoir une posture de bien-être, il peut y avoir une posture de colère, il peut y avoir des postures qui ont diverses formes, et c'est de faire ressentir tout ça et qu'en fait, cette espèce de lien, effectivement, que on n'est pas forcément tout seul une bulle, et que la bulle, elle est posée quelque part, soit sur un siège, soit dans un espace, et donc c'est de ce qu'on peut ressentir dans un endroit donné, quoi. Alain Rouchmeyer, on s'intéresse à vous. Vraiment. Merci. Et l'art nous fait du bien. Et quand on regarde vos toiles, quand on regarde vos croquis, en tout cas, ça nous fait du bien. J'ai envie aussi de vous demander, est-ce que vous, quand vous peignez, finalement, ça représente... Alors, c'est certainement aussi un échappatoire ou quelque chose pour vous faire du bien, mais que diriez-vous, en fait, un petit peu de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Je vais y arriver, hein, là, je m'embrouille dans ma question, mais finalement, qu'est-ce que ça vous procure, finalement, cette activité de peinture, de raconter des histoires, finalement, par le croquis, par la peinture? Une forme de sérénité, comment dire, une forme de sérénité d'observateur, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, je me retrouve seul face à la toile, et en fait, j'ai cet absolu besoin de retraduire toutes les histoires que j'ai en tête. À l'heure où je vous parle, j'ai envie de dire,
je suis pas du tout en mal d'inspiration. C'est-à-dire que j'ai des toiles, mais elles sont en file d'attente pour passer sur le chevalet, quoi. Vous en avez beaucoup? Beaucoup. Dans quel sens? Vous avez beaucoup de toiles en prévision? Vous dites, oui, ouais. Oui. Donc en fait, vous projetez, vous avez déjà des idées sur une série de toiles? Comment vous travaillez? Parce qu'en fait, je me sens happé par une inspiration. Et à partir de là, je prends forcément un crayon, un carnet, et je le traduis en petite échelle, enfin dans la connotation d'un croquis. Et en fait, j'ai des carnets remplis de croquis avec des directions différentes et variées. Et donc, je sais que la prochaine... Parfois, je me sens même ennuyé, des fois, parce qu'en fait, je ne sais pas laquelle sera la suivante. Donc, sinon, je fonctionne essentiellement de cette manière-là, oui. Alors, votre femme, Camille, fait de la peinture aussi également. Est-ce que vous référez un peu à elle, à son regard? Comment vous... Parce que finalement, vous êtes deux peintres, deux sensibilités. Est-ce qu'il y a un moment donné, vous allez vous laisser influencer par son regard? Ou alors, au contraire, vous préférez ne pas qu'elle puisse intervenir? Comment ça se passe? Eh bien, il y a des étapes, des phases, on va dire. Alors, moi, je suis très demandeur de son opinion sur le sujet. Et c'est vrai que... Alors, ça dépend. Il y a des moments où j'ai pas du tout envie de l'entendre, parce que je suis en pleine action ou en pleine effervescence sur le sujet. Puis ensuite, quand moi-même je prends le recul, j'adore l'écouter parce qu'elle est toujours d'un conseil, mais c'est... et puis elle m'argumente ses propos, donc ce qui fait que c'est complètement... c'est très... comment dire, ça s'auto-alimente. Ça se nourrit. Voilà, ça se nourrit. Et alors, il y a une chose aussi que j'ai lue de vous, que j'ai trouvé très jolie, donc je le lis. Tel un explorateur, vous vous aventurez dans la dimension, je m'aventure dans la dimension cachée du quotidien, révélant des détails souvent négligés et créant des œuvres qui résonnent, telle une mélodie de jazz. Alors, j'ai trouvé ça très, très joli. Et puis, avec le bruit du tonnerre, là, derrière nous, dans le studio, ça donne encore une ampleur supplémentaire. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses, en fait, dans cette phrase. C'est-à-dire, vous parlez d'exploration, vous parlez de dimension cachée du quotidien. Donc, on peut se poser cette question, on peut s'y intéresser. Qu'est-ce que c'est que cette dimension cachée du quotidien? Révélant des détails souvent négligés, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas aussi faire attention à finalement ces petites choses, ces petits détails qui forment un tout qu'on regarde pas et qui pourtant ont une importance très forte? Tout à fait, oui. En fait, j'aime mettre l'accent sur des choses qu'au quotidien, on a tendance à laisser passer ou à laisser fuir. Et je pense qu'il est temps qu'on soit tous, conscients des choses qui coexistent dans le quotidien et de pouvoir ouvrir un peu plus d'ouvrir les yeux un peu plus grands, quoi. Voilà, Alors, on va faire résonner justement une mélodie de jazz, une voix extraordinaire, Nina Simone, et on se retrouve tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre. L'art nous fait du bien, n'est-ce pas, Alain Rochemeyer? Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous pour en témoigner et de poursuivre cette rubrique de l'épicerie culturelle du territoire. On s'intéresse à vous parce que oui, on s'intéresse à vous. Vous nous faites du bien dans ce que vous nous donnez à voir, dans vos peintures, à vivre aussi dans les histoires qu'on peut s'inventer ou inventer à travers vos croquis, ce que vous nous proposez. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir votre travail. Alors, une partie à Aix-les-Bains, pour ceux qui sont sur Aix, c'est pas très compliqué. Vous allez jusqu'au Casino Grand Cercle et vous avez une exposition en place jusqu'au 24 septembre. Je suis toujours fâchée avec les chiffres, les dates, c'est quelque chose. Donc 24 septembre, allez-y. Ou sinon, aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Vous tapez son nom et vous découvrez son travail. Alors, la deuxième partie de cette émission,
On va encore s'intéresser un peu plus à vous, peut-être de manière un peu différente. Je vous avais demandé Alain d'amener un objet en fait qui vous représente, qui évoque votre construction personnelle, ou alors une étape importante dans votre vie, qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Quel est cet objet ? Tout simplement un pinceau. Oh, quelle surprise, Alain. Alors là, vous avez fait preuve de beaucoup d'imagination. Alors racontez-nous ce pinceau. Pourquoi ce pinceau ? Pourquoi le pinceau ? Parce qu'en fait, il a une morphologie déjà qui est particulière. C'est un pinceau de peinture et non pas d'aquarelle c'est un manche long, entre guillemets. Donc c'est le pinceau en bâtiment ? Non, le pinceau artiste peintre, d'accord. destiné pour l'usage sur un chevalet. C'est même en termes de qualité, c'est un martre. C'est donc quelque chose qui est très très souple, qui amène cette espèce de possibilité d'aller dans le détail de par sa forme aussi. Donc du coup, c'est, je pense, l'objet qui est le plus... Parce qu'en fait, on peut faire à la fois un trait fin... Alors c'est assez amusant de vous entendre, en fait, concernant le pinceau, parce qu'on aurait pu rester dans la manière symbolique. Non, vous, en fait, vous le décrivez, finalement, vous allez vous intéresser, finalement, à son aspect. Et ce qui est quand même très amusant, parce qu'effectivement, ça dit beaucoup de choses de vous, finalement. Disons que c'est l'objet par excellence qui, je pense, qui répond à cette question que vous m'avez posée. À l'heure actuelle, oui, je pense que le pinceau, c'est vraiment dans toute sa symbolique l'objet parfait. Et si le pinceau n'avait pas existé dans votre vie ? Il aurait fallu l'inventer. Ah. Remarque, avec les doigts, on peut peindre, on peut s'exprimer. Oui, on peut, tout à fait. Comment, d'ailleurs, il y a des artistes qui le font, donc j'en fais pas partie. Vous avez essayé de vous exprimer de manière différente ou c'est toujours par l'intermédiaire du pinceau ? C'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours... ça fait partie un peu de mes valises personnelles. Je pense que j'ai connu l'enseignement sous une forme un peu académique et je l'ai conservé. Je sais pas trop pourquoi, mais sans doute qu'elle me satisfait pleinement. Donc, ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles dans une œuvre d'art, je mets un peu les doigts, mais pas autant que certains artistes. C'est vrai que c'est... Alors, on sait que vous êtes architecte, donc forcément, on a envie de faire le parallèle et de poser cette question. Est-ce que vous avez l'impression de vous exprimer quand vous travaillez dans votre métier d'architecte ? Est-ce que vous avez l'impression de vous exprimer de la même manière ou de dire... Comment dirais-je ? Oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, il y a un élément qui est très important, qui lie les deux, c'est le croquis. Le croquis, c'est quelque chose pour moi qui est un élément, mais juste majeur dès qu'on parle d'art sous quelque forme que ce soit. Je pense pour moi, à mes yeux, le croquis est un élément mais fédérateur, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met sur le papier les premières idées sur lesquelles on peut revenir, on peut regratter, on peut en remettre une couche. C'est la partie recherche et elle existe sous une forme dans le principe de l'architecture, dans la compétence d'architecte, et puis dans la compétence d'artiste. Pour moi, elle est existante. Après, d'autres gens sont beaucoup plus intuitifs en matière artistique. C'est rarement les figuratifs, d'ailleurs, parce que les figuratifs sont toujours un peu axés sur le croquis, mais je pense qu'il y a des gens qui ont fait une peinture beaucoup plus intuitive, et donc, à ce moment-là, oui, effectivement, les doigts, l'académisme est gommé d'une certaine manière. Donc, voilà. Je passe à la deuxième question. Une citation qui vous touche ou qui vous a touché, qui prend son sens dans votre vie. Eh bien, celle qui me vient à l'esprit, c'est une citation de Renzo Piano. Donc, c'est un architecte mondialement connu
et qui a dit la chose suivante: l'architecture est un métier de frontière qui associe l'art, la société, la technique, la science et l'invention. Bâtir, c'est comprendre ce que les gens ont à dire. Et c'est aussi l'art de raconter des histoires. Et ça, cette citation me parle énormément, puisqu'en fait, il y a plein de choses qui sont dans cette phrase réunies dans l'espèce de puzzle qui m'anime entre l'architecte et l'artiste. C'est qu'en fait, il y a la notion de frontière qui associe l'art, la société, la technique, la science. Et puis, c'est comprendre ce que les gens ont à dire. Et ça, je pense que l'architecte est un métier qui est avant tout doit être à l'écoute des usages, de ce qu'on va en faire, de quel est l'objectif recherché. Et c'est la raison pour laquelle cette phrase m'interpelle beaucoup, quoi. Une musique qui a marqué peut-être un événement de votre vie? Alors oui, c'est Louis Armstrong. Louis Armstrong, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai le souvenir, en étant enfant, d'avoir mon père qui d'habitude est si discret, si réservé, a posé sur la platine du tourne-disque un vinyle de Louis Armstrong, et qui s'est mis à mimer la partie musicale. Donc, quand on sait qui c'est Louis Armstrong, et qu'on sait que Louis Armstrong est représenté dans toutes les pochettes de disques avec un bout de textile d'étoffe qui est, alors je sais pas si c'est l'étoffe qui est un dérivé de mouchoir, ou si c'est une étoffe qui sert à éponger l'instrument. En tout cas, il l'a toujours entre les mains, tout en jouant de sa trompette. Et mon père a fait un mime de ce morceau musical, et je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. J'étais mort de rire sur le canapé, et il avait cette espèce de petit bout d'étoffe blanche, et il s'épongeait le front. Enfin, c'était vraiment, mais alors Donc vous avez découvert finalement votre père sous un autre angle, avec cette musique-là. Ah, oui, tout à fait. Et quand vous l'écoutez aujourd'hui, Louis Armstrong, automatiquement vous repensez à votre père? Tout à fait. Votre livre de chevet? Mon livre de chevet, j'ai longtemps hésité pour répondre à cette question, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a presque deux réponses. C'est-à-dire qu'en fait, si on parle vraiment de livre, je dirais que c'est La désobéissance de l'architecte, qui est encore une fois le livre de Renzo Piano, qui donne des informations notamment sur sa partie professionnelle, qui a été un grand moment, qui a été celui de la construction ou de la mise en place de Beaubourg, du centre Beaubourg à Paris, qui est ni plus ni moins, je crois, grosso modo 6 ou 8 procès, mais donc en fait ça montre un petit peu les difficultés de compréhension et de partage sur le sujet. Et puis la deuxième, c'est, je dirais, mon iPad, parce qu'en fait je lis beaucoup, mais je lis pas beaucoup de romans, mais je lis beaucoup de choses. Donc ça peut être des propos, ça peut être des documents, des articles de presse. Et en même temps, l'iPad, pour moi, on le tient de la même manière qu'un livre. Et en même temps, il y a des ouvertures infinies, dans le sens où on a un stylet, la possibilité de concrétiser une idée qui nous arrive. C'est un objet un peu magique. Donc, alors, je suis désolée, vous avez dit l'iPad? Oui, une tablette. D'accord. Okay. Une tablette. D'accord. Voilà. D'accord, donc en fait, oui, effectivement, c'est la porte d'entrée à tout un tas d'informations. Ouais. Très bien. Une personne ou une personnalité pour laquelle vous avez une certaine admiration? Bien, là aussi, j'en ai deux. Donc, sur un plan, on va dire, public, c'est Jean-Paul Gaultier. Alors, pour quelle raison? Tout simplement pour sa vision créative, et puis quelque chose qui a rajouté des points, à mes yeux, pour lui, c'est sa posture face à la copie. C'est-à-dire qu'un nombre incalculable de gens qui sont arrivés au niveau où il est ont entamé des procédures, des combats monumentaux pour lutter contre la copie. Moi, j'ai envie de dire, la copie n'est pas forcément... C'est un point qui se discute, et lui, il part du principe que il sera de toute façon toujours en avance sur la copie, donc lui sera toujours là. Donc je rejoins un peu sa philosophie.
Mais c'est quand même une sacrée sagesse, parce que voilà, on connaît tous un peu quand même à notre niveau ou dans notre d'avoir été copié ou d'avoir été et c'est quand même quelque chose qui est quand même très déplaisant. Oui, c'est vrai que sur le fondement, c'est déplaisant. Mais je veux dire, c'est aussi une manière d'avoir une forme d'admiration des autres. Oui, en même temps, on pourrait le prendre de ce côté, effectivement. Parce que si on vous copie, c'est que quelque c'est part, bien. c'est que vous créez une sorte d'envie, donc ce qui veut dire que forcément, il y a un attrait de ce que vous faites. Donc, moi, c'est une philosophie que je comprends énormément et je la trouve très belle quand je l'ai compris, enfin quand j'ai suivi son débat sur cette posture et j'ai trouvé ça. Alors que tout le monde écrase des montres parce que c'est des montres de copie. Enfin, on brûle des sacs à main parce que ils ont été. Enfin, après, bon, on est à des niveaux très différents, mais je veux dire, c'est simplement pour illustrer la posture de la personne. C'est peut-être aussi une manière de se protéger, c'est-à-dire de s'extraire un peu j'imagine en tout cas à son niveau, que ça peut l'occuper des jours et lui pomper une énergie folle. Ouais. Donc c'est aussi peut-être une manière pour lui de s'extraire, de se protéger pour pouvoir garder toute son énergie pour autre chose. Oui, tout à fait. Oui. Et puis la deuxième personne, c'est Camille, mon épouse et ma muse en même temps, parce qu'en fait, c'est vrai que si vous regardez un petit peu mes œuvres, elle est très présente. On la retrouve souvent, effectivement. Donc voilà, pour les deux personnes qui... Très bien. Qu'est-ce qui, quand vous pensez à vous, quel est le point qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je dirais que c'est mon petit côté ours, entre guillemets, donc qui est aussi très souvent entre le côté un peu bisounours et puis l'ours qui défend son territoire. Il y a et puis cette sorte de recherche d'autonomie, parce qu'en fait l'image de l'ours elle me fascine un petit peu parce qu'en fait quelque part on a le sentiment d'abord il a une espèce de force, mais en même temps c'est le symbole pour tous les enfants. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très inspirant. Et c'est vrai que quand je pense à moi... L'ours, finalement, il peut tout être. Il peut être terrifiant aussi. Il peut faire peur. Et il a un côté aussi très enfantin, effectivement. Voilà. Et donc, du coup, c'est effectivement, au travers de votre question, c'est vrai que c'est l'ours auquel je pense en premier. Une action que vous avez fait un jour et dont vous êtes fier aujourd'hui. Et qui représente aussi ce que vous êtes, qui vous êtes. C'est une longue histoire parce qu'en fait, j'ai eu un père qui était architecte et qui a toujours rêvé que je fasse la même chose que lui et qui pensait que c'était, qui m'inculquait le fait que architecte c'est le plus beau métier du monde parce que il argumentait que c'était le métier le plus social dans le sens où c'est destiné à rendre les gens heureux, etc. Et là, vous n'avez pas sorti votre trompette et imité Armstrong ? Non. J'étais à l'époque, quand il a commencé à me donner ses arguments, j'étais en pleine rébellion d'ado. Et donc, du coup, je lui ai répliqué que j'avais déjà une fibre d'archi, mais je me suis dit, non, mais l'architecture, ça répond pas à l'échelle qui me convient. Donc, je vais opter l'architecture intérieure, parce que on est à un niveau d'échelle différent, et donc, c'était un peu un mélange de rébellion et de reconnaissance en même temps. Donc, en fait, une manière de n'être pas sur les mêmes plates-bandes que votre père. Alors en fait, là où je suis fier, c'est que je suis retourné à l'âge de 56 ans sur les bancs de l'école pour aller faire 4 ans à l'école de Lyon en formation pour devenir architecte. Malheureusement, mon père est décédé durant la formation, c'est-à-dire au bout de 2 ans. Mais il avait je l'ai senti quasiment,
revivre, dans le sens où il savait, il suivait tout. Il suivait tout. Il voulait que tous les dossiers que je faisais ou que je rendais en cours ou en formation, il en voulait une copie, quoi. C'était quelque chose de... Et donc, il n'a pas pu aboutir jusqu'à la fin, mais donc j'ai obtenu le diplôme d'architecte et la possibilité de l'exercer, donc ce qui fait que quelque part, aujourd'hui, j'en tire une certaine fierté parce que je le dédie un petit peu à mon père, quoi. Oui, c'est aussi une manière de se rapprocher de lui et de le faire exister encore peut-être dans ce que vous faites. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, Alain Rouschmeyer? Le blanc. Oui. Je sais pas quoi répondre. Je sais pas. C'est bien de pas savoir quoi répondre. Oh là là, c'est bien. Moi, je trouve ça c'est bien. Ça fait du bien. On n'est pas toujours obligé d'avoir une réponse à tout. Et ça, c'est le mystère de la vie. Mm-hmm. Parfois, voilà, faut laisser la place au mystère, au silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est peut-être aussi quelque chose en gestation ou pas. Alors, pour cette dernière question de ce portrait, si tout vous était possible, que feriez-vous pour le monde ? Là aussi, j'ai tendance à dire que j'ai deux réponses. Ça, c'est pas mal d'en avoir deux. J'ai deux réponses. Et la première, j'aurais tendance à dire que un toit pour chacun ou un havre de paix pour chaque humain. J'entends par là que pour moi, ça me paraît primordial. Enfin, c'est le côté bisounours qui parle parce que j'aimerais tant que tout le monde ait pas de soucis, plus de soucis, il vive sa vie comme il a envie de l'entendre. C'est-à-dire que s'il aime la musique, il aime la musique. S'il aime le sport, il aime le sport. Et enfin, il se dirige. Mais qu'il n'y ait plus cette notion d'avoir les besoins de base essentiels, c'est-à-dire un toit et un endroit pour être en sérénité, en calme, etc. Donc pas être dans la tension, ça c'est le principal. Donc ça rejoint une petite connotation d'architecte. Et puis de la peinture que je fais aussi. Et puis le deuxième, c'est une sorte de calumet de la paix, parce que j'entends bien votre question, hein, c'est si tout était possible. Donc en fait, pour moi, le calumet Allons-y franchement. Hein. Voilà. Donc c'était un peu le calumet de la paix dans le sens où j'ai le souvenir de mon enfance aussi, où je regardais souvent des films un peu western ou un peu noir au départ et qui se finissaient avec l'Indien, avec le cowboy et il se passait le calumet de la paix. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, je pense que si nos grands dirigeants savaient un peu mieux mettre un peu d'eau dans leur vin et de savoir un petit peu faire des compromis, gérer des compromis, tout se passerait un peu mieux aussi. Donc voilà. Faut y croire, la paix. Et déjà, je crois que c'est aussi important de pouvoir la générer autour de nous. Tout à fait. Je vous remercie vraiment d'être venu ici, d'avoir accepté aussi qu'on s'intéresse à vous, parce que c'est pas toujours évident. Et c'était un vrai plaisir de mieux vous découvrir, de mieux partager aussi, de partager avec vous. Et je vous invite tous, chers auditeurs, aussi à rencontrer je dis rencontrer, parce que pour moi, en tout cas, ça a été une rencontre, à rencontrer le travail d'Alain Rouschmeyer, soit à l'exposition du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Alors, je crois qu'aussi vous avez quel est votre agenda? Vous avez une expo, vous avez été sélectionné, je crois, pour... Oui, il y a une exposition en préparation pour Étrembières, donc plus proche de Genève. J'en ai une autre qui est prévue également à Lyon, dans les périodes de fin octobre. Puis j'ai également été sélectionné pour une exposition collective à Archampéry, Champéry, qui est en Suisse, et donc qui est une exposition qui se finalise avec une vente aux enchères des œuvres d'artistes. Et puis au printemps, il y a encore des vernissages de prévus sur des sites. Donc on aura plein d'occasions de continuer, de vous suivre,
de mieux vous découvrir. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé. Il est l'heure de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission, de nouveaux invités. On s'intéresse à vous, bien sûr. Merci de votre fidélité. En tout cas, pour ceux qui souhaitent écouter le podcast de l'émission, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Likez-vous, suivez-nous, suivez-vous et aimons-nous. Voilà, ça c'est un petit peu mon slogan. Et faisons-nous du bien, on en a besoin. À très bientôt, très bonne journée, sous la pluie et vive les champignons, les fricassés de champignons. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.